Je suis Danielle Sassou Nguesso, mère de 4 enfants, CEO, présidente d'association, également présidente de la Fondation Songa. Je pense que c'est à ce titre que je suis invitée sur votre plateau. Moi, j'ai bénéficié d'une bourse scolaire de nationalité gabonaise. Il y avait le système des bourses et stages et on nous faisait signer un engagement décennal. On s'engageait à revenir, à rentrer chez nous, à travailler, à apporter notre pierre à l'édifice. Et d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours su que je devais rentrer chez moi, sur le continent, et pouvoir faire valoir mes compétences. Il était important, après l'obtention de mon diplôme, que d'acquérir de la pratique, raison pour laquelle j'ai travaillé 2 années durant chez Grand Optical sur les Champs-Élysées. En tant qu'opticien lunetier de formation, l'idée était de pouvoir ouvrir ma propre boutique et rapporter un concept que j'avais pu entrevoir à l'étranger, qui était celui de la lunette pas chère, la lunette accessible à tous. Et puis je me suis lancée dans mon premier magasin à Libreville. Je pense que c'était en 2003. Alors forcément, on sent la petite touche que d'influence, père médecin, maman pharmacienne. Il tenait absolument à ce que je fasse des études dans le médical. Dans le paramédical, j'ai essayé un premier cycle en PCEM à l'époque, ce qu'on appelait donc, c'était un tronc commun, médecine et pharmacie. Et puis finalement, je me suis spécialisée en optique lunetterie. Je pense que j'étais davantage douée pour les lettres. Et finalement, je pense que c'est dans ce domaine, la communication, le rapport à autrui, où je m'en sors le mieux. Donc, beau fuir le naturel, finalement, il s'est imposé à moi. J'ai commencé à Libreville, ma mère étant de la région du Haut-Ogooué. La ville de Franceville s'est imposée un petit peu à moi. Et puis, il faut aussi aller là où se trouve la demande, parce que ça reste un commerce. Très rapidement, je crois que c'était en 2005, je me suis installée à temps plein à Brazzaville, au Congo. Il était important pour moi que de pouvoir continuer à mener mes activités. Alors j'ai ouvert la boutique de Brazzaville. La particularité, c'est que j'y ai adjoint une sorte de clinique. Au départ, l'idée c'était d'allier l'offre à la demande, c'est-à-dire que d'avoir l'ophtalmologue au sein du complexe, de façon à ce que le client puisse avoir à la fois ses soins en ophtalmologie et pouvoir acquérir sa monture juste après. Et forte de ce concept, on a ouvert sur Pointe-Noire et enfin Kinshasa, parce que ce sont les 2 capitales les plus proches du monde et que finalement, ça met à peine 10 minutes en traversée bateau pour pouvoir rejoindre la ville juste en face. Donc pour l'instant, c'est de la stratégie, on va dire ça comme ça. Je propose un article, mais qui n'est pas rémunéré, entrepreneur social. C'est que je fais du social. J'entreprends dans un domaine assez particulier, qui est celui du social, qui est celui que de tendre la main à d'autres personnes, et pour ça, on n'attend pas forcément de rémunération en échange ou à la clé. C'est un petit peu la quête d'un océan bleu, Je recherchais un océan bleu à cette époque, sans forcément savoir ce que c'était. Il était primordial pour moi que d'acquérir des nouveaux outils, parce que être à la tête d'une fondation nécessitait d'avoir de nouvelles compétences. Et je suis allée les chercher là où elles se trouvaient. J'ai été également mère au foyer, donc j'ai arrêté mes études en 3e année, niveau licence. Et c'est un vieux complexe, on va dire ça comme ça. J'avais un défi, une revanche à prendre sur moi-même. Et je suis repartie donc à Paris. J'ai pu intégrer la prestigieuse école Sciences Po et y passer mon master en politique et management du développement. Faire des études est très important, surtout lorsque l'on est une femme. Ça nous permet que de pouvoir déjà acquérir un métier. Et personnellement, c'est vrai que ce n'était pas évident que de se lever tous les matins, mais c'est une expérience que j'ai pu partager avec mes enfants et dont je garde des souvenirs mémorables. Vous imaginez, ils me demandaient parfois « Maman, est-ce que tu as fait tes devoirs? Est-ce que tu as pris ton goûter ?»
Et c'était beaucoup plus facile pour moi que de me sentir accompagnée. Donc c'est une expérience que j'ai vécue en famille. Et comme je suis toujours dans l'apprentissage, j'espère leur avoir inculqué qu'il n'y a pas d'âge finalement pour reprendre ses études et vouloir évoluer. J'aime cette idée que d'avoir plusieurs vies. Je crois que c'est comme ça que je me définis. J'ai été femme au foyer, mère de famille. Je me suis occupée un temps de mes enfants et puis cette envie de découvrir, de faire d'autres choses, d'apporter ma pierre à l'édifice. C'est vrai que j'aurais aimé être plus présente, notamment dans cette période assez charnière, transitoire, qu'est l'adolescence. Mais j'ai privilégié la qualité au détriment de la quantité. C'est-à-dire que quand je suis là, mes enfants le sentent véritablement. Quand je suis avec eux, je suis à 100%. Mère de famille, limite maman poule. Et il était important pour moi que de leur apprendre la valeur travail, l'importance de la valeur travail. C'est un petit peu comme ça que j'ai été élevée. Le premier mari d'une femme, c'est son travail, etc. Et il était important que je puisse transmettre cela à mes enfants parce que je pars du principe que la modélisation est la première école et que très souvent, les jeunes filles reproduisent à l'âge adulte ce qu'a pu être le parcours inspirant ou non de leurs parents. J'ai arboré une multitude de casquettes parce que j'ai entrepris dans différents domaines. Je crois avoir découvert de nombreux métiers. Et la leçon que j'aimerais transmettre, c'est qu'entreprendre, c'est bien, mais pour se lancer, il faut avoir les outils qui vous permettent de pérenniser l'entreprise. Savoir rédiger un business plan, connaître véritablement quelles sont ses qualités pour pouvoir déceler ce que l'on est appelé à faire. Donc le parcours de l'entrepreneur est jonché comme ça d'obstacles. Et il est important, avant de se lancer, que d'avoir un mindset prêt, un mindset renforcé pour pouvoir vous permettre de dépasser ces entraves que je ne qualifierai jamais d'échec parce que pour moi, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Donc savoir rebondir sur l'apprentissage et capitaliser son expérience. Donc le conseil, c'est d'acquérir les outils nécessaires, l'adéquation formation-emploi, qui vous permettrait de pouvoir exceller et réussir dans le domaine que vous aurez choisi. Pas d'échec, que des apprentissages. Et je pense que c'est de cette manière dont il faut appréhender ce que certains appellent l'échec, c'est-à-dire recalibrer tout en gardant en mémoire le feedback de ce qui s'est passé, rebondir, capitaliser. Échouer peut-être encore, mais échouer mieux. Pour l'instant, ma plus grande fierté, ce sont mes enfants. Ce sont de véritables boosters. Ce sont de véritables boosters parce qu'ils m'accompagnent et je ne pourrais me donner tout le mérite de leur éducation, mais ce sont de bons enfants, de très bons enfants. Mon océan bleu, je l'entrevois. Je l'entrevois maintenant après... je ne sais pas si vous avez lu le livre, mais l'océan bleu est mis en opposition à l'océan rouge, notamment dans le monde de l'entrepreneuriat. Vous savez, l'océan rouge, c'est cet environnement concurrentiel où tout le monde se bat pour réussir ou à imposer sa place, où tout le monde se bat pour le même fauteuil. Et on parle d'océan rouge parce qu'à partir du moment où on est nombreux à proposer le même produit, nombreux à avoir les mêmes objectifs, on part du principe que tout le monde se bat pour le même poisson et l'océan finit par devenir rouge. Et en opposition, il y a l'océan bleu, qui est donc la quête de sérénité. Dans l'entreprise, c'est le fait de réussir à trouver une particularité, quelque chose qui rendrait votre produit unique. Et lorsque cela est retranscrit au niveau du développement personnel, cela sous-entend que vous avez réussi à trouver cet environnement de sérénité où finalement vous devenez la reine de votre royaume. Et cet océan bleu, pour moi, il est en perspective maintenant. Ouais. Mon amour pour l'entrepreneuriat, mes enfants, oui, généralement le week-end, je les prends sous le bras comme ça, je leur demande de m'accompagner dans les magasins, d'essayer de recompter, de tirer le Z de caisse. Je leur explique pourquoi il est important que de pouvoir avoir une activité génératrice de revenus, d'être autonome, de ne pas dépendre d'autrui.
Et également, ils sont au fait de ce que nous faisons au sein de la Fondation Sunga, notamment par le premier incubateur à l'entrepreneuriat féminin, où nous accompagnons des porteuses de projets. Et c'est vrai que quand ils étaient plus jeunes, ils ne comprenaient pas forcément ce qu'était le métier de maman. Et c'est la raison pour laquelle je suis en pleine rédaction d'un ouvrage, mon second ouvrage, qui s'adresserait à des adolescents et qui leur expliquerait ce qu'est la question des genres. Ce que je vivrais comme un échec, c'est qu'il y en ait un qui décide de ne pas suivre d'études supérieures. Ça, véritablement, je le vivrais mal. Déjà, je pense qu'il est important de faire le distinguo entre spiritualité et religion. Parce que pour moi, c'est pas la même chose. La spiritualité, c'est plutôt la quête d'un bien-être personnel, réussir cet état d'esprit qui tend à guérir les blessures de son âme. La spiritualité est davantage du domaine des valeurs morales. Et c'est ce qui permet justement de donner un sens à ce que l'on entreprend. Et je dirais que la spiritualité, dans ce cas-là, c'est ce qui me permet de transcender mon ego. Vous savez, l'ego, cette part de nous que l'on a du mal à vouloir changer, qu'on a du mal à réussir à faire évoluer. Et pourtant, c'est véritablement l'aspect sur lequel il faudrait appuyer le doigt, réussir à faire évoluer son ego, parce que quand on est confronté à des défis, à des pensées limitantes, à des blocages intérieurs, l'ego, c'est finalement ce qui nous empêche d'évoluer. Et lorsqu'on a réussi à le transcender, eh bien, on commence à travailler sur soi-même. Et quand on travaille sur soi-même, eh bien, on devient forcément un meilleur entrepreneur dans tous les domaines de sa vie. Ma vision de la femme africaine, après, je ne voudrais pas être trop dure, mais j'ai véritablement l'impression qu'elle s'est auto-assignée cette position socialement inférieure et qu'elle a du mal à revendiquer sa place, et pourtant une place qui lui revient de droit. Après, moi, je crois profondément en l'égalité entre les sexes. Je n'y crois pas comme en une utopie, mais véritablement comme un droit fondamental. Vous imaginez, nous faisons les mêmes études. Nous passons le même nombre d'années sur les bancs de l'école. Le coût de la scolarité est le même, que l'on soit fille ou garçon. Nous avons les mêmes épreuves d'examen. Je ne m'explique pas une société à deux vitesses. C'est les construits sociaux qui nous sont inculqués très tôt, très jeunes, déjà par la société en règle générale, par la cellule familiale. Le rôle de la femme est bien défini. On espère la voir s'épanouir dans un foyer, avoir des enfants. Et pour moi, les construits sociaux, ce sont des images qui s'installent dans le mindset. Et l'idée, c'est de déconstruire les construits sociaux et réussir à briser le plafond de verre pour entrevoir ses objectifs. Alors, il y a d'une part l'association du Petit Samaritain, qui vient donc en aide à l'enfance, aux enfants défavorisés. Et il y a la Fondation Sunga. Et la Fondation Sunga, c'est un parcours en développement personnel. Je ne m'en doutais pas à l'époque, parce que je n'étais pas au fait que la question des genres était véritablement portée au cœur de l'agenda même des différentes ONG. Le départ de la Fondation Sunga, tout part véritablement d'une difficulté. Je vais être honnête avec vous. L'histoire de la Fondation Sunga, on va faire simple. Je vis une difficulté dans ma vie personnelle. Je me retrouve dans un environnement qui n'est pas mon environnement de départ. Et généralement, ce que l'on conseille aux personnes qui s'installent à l'étranger, dans un nouveau village, on vous dit quand vous arrivez dans un village, si les gens marchent sur un pied, eh bien, il faut marcher sur un pied. Et il y a cette inadéquation, j'ai l'impression d'évoluer un peu comme une sorte d'ovni. Je ne me sens pas en adéquation avec les valeurs prônées au sein de cette société qui, à mon sens, relègue la femme à un second rôle qui est uniquement celui d'épouse et mère de famille. Les femmes ne sont pas jugées à leur capacité à être de bons chefs d'entreprise, par exemple, mais finalement à leur capacité à être de bonnes épouses ou de bonnes mères de famille. Et j'ai besoin de comprendre cet environnement. J'ai besoin de comprendre pourquoi est-ce qu'il donne davantage la primeur
à la jante masculine plutôt qu'à la jante féminine. Et pour ça, il me faut partir au contact de ces femmes. Il me faut aller leur parler, aller comprendre pourquoi est-ce que cette société fonctionne comme ça. Et c'est le premier projet, notamment de la Fondation Sunga, qui est donc l'organisation de Focus Group, où je sillonne donc toute l'étendue du territoire congolais. Je vais à la rencontre de ces femmes et je me retrouve avec une formidable collecte de données et je ne sais pas quoi en faire. Et je décide de mettre tout ça par écrit et de les porter aux différentes parties prenantes, aux autorités locales qui pourraient s'en servir, pourquoi pas, pour enclencher de nouvelles politiques en matière de genre. Et puis finalement, le déclic ne se fait pas. C'est-à-dire qu'ils reçoivent le projet et l'une des recommandations était la création justement d'un organisme qui saurait parler aux femmes, qui pourrait représenter la société civile et se positionner un peu comme une sorte de porte-voix. Et las d'attendre, je me résigne donc à commencer la Fondation Sunga, mais l'idée de départ n'est véritablement pas d'exporter le projet, donc de revenir à Libreville pour ce qui était de la question de départ. Et puis finalement, les projets évoluent, ils s'imbriquent les uns aux autres. Et puis il y a l'Académie du leadership, qui est donc le tout dernier projet de la Fondation Sunga. Et ce projet se veut, depuis cette année, itinérant, avec pour ambition, pourquoi pas, que de revenir à Libreville, au Gabon. Mais pour ce faire, il faudrait que la demande soit là, soit efficiente. Il faudrait que les femmes gabonaises aient envie de nous entendre, aient envie de participer à ces séminaires de formation. Et pour l'instant, via les sondages que nous pouvons faire avec la community manager, on n'a pas véritablement l'impression qu'elle soit demandeuse, en tout cas pas à l'heure d'aujourd'hui. Dans un parcours, finalement, peu importe les imprévus, j'ai réussi à comprendre que les épreuves ne viennent pas simplement à vous. Elles viennent à vous parce qu'il y a un besoin d'apprentissage encore à combler. Et une fois que vous avez accepté le challenge, eh bien là s'ouvre la porte de la bénédiction. Et une fois qu'on est en adéquation avec cela, eh bien on évolue sereinement. On évolue sereinement parce que peu importe ce qui peut arriver sur le parcours, on a hâte de découvrir la face cachée de la pièce qui est la bénédiction qui va avec. Il est important de se découvrir soi-même. Il est important de savoir ce que l'on est appelé à faire. Il est important que de connaître quelles sont nos qualités, où est-ce qu'il faut aller. Et pour ça, il faut entrevoir un parcours en leadership parce que le leadership, véritablement, c'est un petit peu la clé de route. C'est la clé de route du succès parce que c'est cette porte ouverte qui vous permet de découvrir véritablement ce que vous êtes appelé à faire. Et une fois que vous marchez sur la voie, sur le chemin qui est le vôtre, eh bien forcément vous entrevoyez le champ des possibles et vous brisez le plafond de verre.